Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 20 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne toutes les marques, tous les responsables marketing et tous les social media managers. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du reach gratuit sur les réseaux sociaux ? Une étude récente montre que la visibilité des marques s'effondre sur Instagram. Le reach organique baisse encore une fois. Mais cette fois-ci, ce n'est peut-être pas un simple ajustement d'algorithme. On assiste certainement à un changement de modèle. Moins de portée gratuite, plus d'incitation à investir dans des formats payants. Alors, que disent vraiment les chiffres ? Comment continuer à exister dans ce nouveau contexte ? Faut-il adapter son mix de contenu, renforcer le paid ou tout simplement diversifier vers des canaux plus maîtrisés ? On décrypte tout ça dans le sujet à la une. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on parlera de GIO. On vous a résumé les 3 dernières études à connaître pour augmenter vos chances d'être cité par les LLM. On décryptera une étude sur l'évolution des comportements de recherche pour comprendre s'il y a déjà transformé en profondeur la manière dont les utilisateurs cherchent un produit ou pas encore. On parlera de Google qui ajuste le design de ses AI Overviews pour envoyer davantage de trafic vers les sites. Simple optimisation ou signal stratégique plus large. Et on vous présentera la nouveauté de Figma qui va tout simplement révolutionner la collaboration entre designers et développeurs. On terminera avec le chiffre de la semaine qui montre que même si l'IA n'est pas encore un canal transactionnel direct, elle devient une étape clé dans le parcours d'achat. Alors, que vous soyez au bureau, dans les transports ou tranquillement chez vous, installez-vous bien. Votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant d'attaquer l'actualité à la une, je voulais faire une petite parenthèse. La semaine dernière, j'ai croisé Hugo, un jeune entrepreneur qui écoute régulièrement le podcast. Il m'a expliqué quelque chose de très simple, c'est que s'il lance son entreprise aujourd'hui, il ne veut pas que son marketing se résume à quelques posts Instagram. Il veut une vraie stratégie structurée, réfléchie, parce qu'il sait que c'est un facteur clé dans la réussite d'un lancement de business. Et il m'a dit que le podcast l'aide justement à structurer sa réflexion et à avoir une stratégie marketing en accord avec les tendances du moment. Franchement, ce genre d'échange, c'est hyper riche et ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci Hugo. Parce qu'au départ, on va pas se mentir, Digital Marketing for Pro s'adressait surtout aux professionnels du marketing. Responsables marketing, acquisition, expert SEO, équipe de growth, social media manager. Et je me rends compte que ça touche aussi des entrepreneurs, des profils plus hybrides, des dirigeants qui veulent comprendre, pas juste déléguer. Et ça, c'est une très très belle surprise. Mais Hugo m'a aussi fait une remarque très juste. Il m'a dit, parfois, vous utilisez des termes qui ne sont pas évidents quand on ne vient pas du marketing. Et il a raison. Alors je vous propose une chose, si vous écoutez ce podcast et qu'un terme technique vous semble flou, si un concept mérite d'être clarifié, laissez-nous vos questions aux commentaires de cet épisode ou venez me les poser directement sur LinkedIn, vous me trouverez sous le nom de Kevin Brun Marketing, Brun, B-R-U-N. Promis, de notre côté, on va continuer à vulgariser au maximum la richesse du marketing digital. L'objectif, c'est pas de complexifier, loin de là, hein. L'objectif, c'est de rendre stratégique ce qui peut sembler technique. Allez, on ferme la parenthèse des remerciements et on attaque notre sujet à la une, la baisse du reach sur Instagram. Et effectivement, les chiffres y sont parlants. Le reach organique, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées sans sponsoriser une publication, continue de baisser. Une étude récente montre que le reach moyen des comptes professionnels Instagram est désormais autour de 4 à 5% de leur base d'abonnés. Autrement dit, si vous avez 10 000 abonnés, vous touchez en moyenne 400 à 500 personnes seulement. Et certaines analyses parlent d'une baisse de 15 à 30% sur la dernière année selon les formats.
Alors la vraie question n'est pas seulement Instagram, la vraie question c'est est-ce qu'on est en train d'assister à la fin progressive de la visibilité organique gratuite sur les réseaux sociaux? Car sur ce podcast, on a déjà parlé d'autres réseaux qui suivent cette tendance comme par exemple LinkedIn. Pendant longtemps, LinkedIn offrait une portée exceptionnelle. Un post pouvait dépasser largement sa base d'abonnés. La découverte était favorisée. Puis progressivement, le reach moyen a diminué, l'algorithme est devenu plus exigeant et l'amplification payante est devenue presque incontournable pour dépasser son premier cercle. On a aussi évoqué récemment Facebook. Facebook envisage tout simplement de limiter le nombre de publications organiques pour les entreprises qui ne souscrivent pas à une offre payante. Et là, ça change tout. On ne parle plus simplement d'un algorithme plus sélectif, on parle d'un accès conditionné à la visibilité, un modèle freemium appliqué à la portée. Et si on prend un peu de recul, ce cycle est déjà arrivé par le passé. Entre 2014 et 2018, le reach organique des pages Facebook est passé de 15-20% en moyenne à parfois moins de 2%. Alors, ce qui est vraiment en train de se jouer, ce n'est pas un bug, ce n'est pas une coïncidence, c'est une évolution logique. Les audiences sociales n'ont jamais été aussi massives, le temps passé n'a jamais été aussi élevé, les réseaux sont devenus des véritables routines du quotidien. La bataille de l'acquisition d'utilisateurs est donc terminée. Aujourd'hui, la bataille se joue ailleurs. Elle se joue sur la monétisation de l'audience existante. Les plateformes sont devenues des régies publicitaires ultra performantes. Et dans ce modèle, l'organique attire, le paid finance. L'organique crée l'habitude, le paid génère le revenu. Et plus l'audience est captive, plus sa monétisation devient stratégique. Instagram s'inscrit parfaitement dans cette logique. Alors, ce que ça change pour les marques, première chose, le reach gratuit n'est plus un acquis. Deuxième chose, publier régulièrement ne garantit plus du tout d'avoir de la visibilité. Troisième chose, le paid devient un levier structurel, pas un levier optionnel. La question stratégique devient alors, est-ce que les réseaux sociaux sont encore des canaux d'acquisition ou deviennent-ils principalement des plateformes médias à péage? Parce que si vous basez toute votre croissance sur l'organique, vous risquez d'atteindre un plafond de verre. Alors, comment rester visible malgré tout? Soyons clairs, l'organique n'est pas mort, mais il est devenu exigeant. Voici quelques conseils pour optimiser votre visibilité malgré le contexte. Tout d'abord, pensez rétention avant diffusion. Les réseaux sociaux poussent les contenus qui retiennent les utilisateurs chez eux. La question n'est plus « est-ce que j'ai posté ?», mais est-ce que mon contenu donne envie de rester? Un hook fort, une valeur immédiate, une promesse claire. Deuxième conseil, optimiser les premières secondes, le hook. En vidéo, pas d'introduction molle, en carrousel, une première scène qui crée tout de suite une tension. C'est important pour la visibilité donnée à votre contenu marketing. Troisième conseil, produire des contenus à forte valeur sauvegardables. Instagram, par exemple, valorise énormément les partages en DM, les enregistrements et les commentaires construits. Les frameworks, analyses, checklists performent mieux que les posts inspirationnels. Quatrième conseil, exploiter les collaborations. Les posts collaboratifs permettent d'additionner les audiences, de créer un engagement initial beaucoup plus fort et de relancer l'algorithme quand il commence un peu à bouder. Le cinquième conseil, connecter organique et paid de façon intelligente. Le paid ne doit pas remplacer l'organique. Et l'organique qui ne remplacera jamais la portée qui est offerte par le paid. Il doit tout simplement amplifier ce qui fonctionne déjà. On teste en organique, on identifie ce qui performe, on sponsorise stratégiquement. C'est une logique média. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui se passe sur Instagram n'est pas un cas isolé, c'est peut-être même la fin d'une époque, celle où les marques pouvaient construire la visibilité uniquement grâce à l'organique. Les réseaux restent puissants, mais leur modèle évolue, et plus la monétisation devient centrale, plus la visibilité gratuite devient compétitive. On vient de parler de la baisse de la visibilité des réseaux sociaux, mais pendant que l'organique devient plus compétitif d'un côté, un nouveau terrain de jeu explose de l'autre, celui des
IA générative. ChatGPT, Claude, Gemini, leur audience est en croissance exponentielle. Des millions d'utilisateurs supplémentaires en quelques mois. Un usage qui s'installe dans toutes les routines, recherche d'informations, comparaison, recommandations produits, et évidemment, les marques veulent en profiter. On assiste exactement au même phénomène qu'au début du SEO. Tout le monde cherche la méthode magique, le hack, l'astuce qui permettra d'apparaître dans les réponses générées par l'IA. On teste, on expérimente, on publie des études et parfois, le vendredi, une étude dit exactement l'inverse de ce qui a été affirmé le lundi. Bref, beaucoup de bruit. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, on a sélectionné 3 études qui nous semblent réellement pertinentes pour améliorer la visibilité de votre marque dans les réponses des LLM. Le premier enseignement, la structure avant l'autorité. Une première étude basée sur l'analyse de plusieurs centaines de réponses générées par ChatGPT montre que les contenus cités partagent des caractéristiques communes. Dans plus de 70% des cas analysés, les sources mentionnées avaient des titres explicites, des sous-parties clairement identifiables, des paragraphes courts et des réponses directes aux questions. Autrement dit, la lisibilité structurelle joue un rôle majeur. Ce ne sont pas forcément les sites avec la plus forte autorité SEO qui ressortent, ce sont les contenus les plus faciles à comprendre et à synthétiser. Concrètement, un contenu clair, structuré, pédagogique augmente ses chances d'être repris. Le deuxième enseignement, c'est la profondeur gagne. Une autre étude consacrée au GIO a analysé les types de contenus cités sur des requêtes à forte valeur informationnelle. Résultat, les contenus d'experts approfondis et argumentés sont surreprésentés. Les guides détaillés, les comparatifs structurés, les analyses longues auraient jusqu'à 2 à 3 fois plus de chances d'être cités que les contenus courts ou généralistes. Le contenu moyen disparaît. Les IA privilégient les contenus capables d'apporter du contexte, de la profondeur et surtout de la nuance. La qualité analytique devient déterminante. Troisième signal fort, l'avantage anglophone. Une troisième étude met en lumière un point stratégique. Les sites anglophones seraient significativement plus cités que les sites non anglophones. Dans certains corpus analysés, les sources en anglais représenteraient 60 à 80% des citations, même sur des requêtes localisées. Pourquoi ? Parce que les modèles ont été majoritairement entraînés sur des corpus anglophones. Pour les marques françaises, la question devient stratégique. Faut-il produire ou traduire certains contenus en anglais pour exister dans les réponses globales? Alors, ce petit résumé GIO a été fait pour vous donner des informations très claires et activables. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Voici ce qu'il faut en retenir. 1. La structure, elle devient stratégique. 2. La profondeur du contenu prime sur la quantité. 3. Le multilingue peut devenir un avantage compétitif. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que le GIO évolue extrêmement vite. Il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'une nouvelle étude sorte, sans qu'un nouveau signal apparaisse. Notre rôle ici, c'est de faire le tri, distinguer le bruit des vraies tendances de fond. Et ce sujet de la visibilité dans les moteurs IA, on va continuer à le suivre de très près parce que ce n'est pas un effet de mode, c'est un nouveau champ stratégique. Chaque semaine, on parle d'IA, de LLM, de GIO, mais une question essentielle reste ouverte. Est-ce que les utilisateurs ont réellement changé leur manière de chercher ou est-ce qu'on surinterprète le phénomène ? Une étude récente publiée dans le dernier rapport de Datos apporte des éléments très intéressants et ce qu'elle montre, c'est que la transformation, elle est réelle mais progressive. Le premier constat, c'est que Google reste toujours dominant. Le rapport d'Atos confirme que Google conserve la majorité des requêtes. La recherche classique ne disparaît pas, mais, et c'est là que ça devient intéressant, les parcours se fragmentent. Les utilisateurs alternent désormais entre Google, YouTube, d'autres réseaux sociaux, des marketplaces et les outils d'IA générative. La recherche devient multi-environnement. On ne cherche plus uniquement sur un moteur, on compare, on reformule, on valide à différents endroits. La deuxième évolution comportementale, c'est que la recherche devient plus conversationnelle.
Le rapport montre une augmentation des requêtes longues et contextualisées. Les utilisateurs formulent davantage des questions complètes, des comparaisons détaillées, des recherches orientées décision. Avec l'arrivée des IA, la manière de chercher évolue vers un langage plus naturel. Ce n'est plus uniquement du mot-clé, c'est de la problématique. Et ça redonne du coup de l'importance à toutes les longues traînes en SEO, par exemple. Le troisième signal, c'est le parcours pré-achat qui se complexifie. Selon toujours cette même étude, le nombre de points de contact avant achat continue d'augmenter. Les consommateurs consultent des comparatifs, des avis, des contenus vidéo, des réponses générées par IA. Le parcours devient plus riche mais aussi beaucoup plus exigeant. Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Le rapport ne dit pas que Google est mort, il dit que la recherche devient hybride, et ça implique une chose très simple, vous devez être visible à plusieurs endroits du parcours. Le SEO ne suffit plus, le social seul ne suffit plus, l'IA ne suffit pas, on passe d'une logique de canal à une logique d'écosystème de visibilité. Ces derniers mois, et même si ce n'est pas encore déployé en France, on a beaucoup parlé des AI Overviews, ces encadrés générés par l'IA qui apparaissent en haut des résultats de Google et qui répondent directement à la question sans forcément nécessiter de clic vers un site. Et les chiffres étaient assez inquiétants. Certaines analyses évoquaient une baisse moyenne du taux de clic vers les sites de plus de 30% lorsqu'une AI Overviews était présente sur une requête. Moins de clics, moins de trafic, moins d'opportunités business. Forcément, les éditeurs et les marques ont commencé à s'inquiéter et Google a entendu ces signaux. En effet, Google a récemment modifié le design de ses AI Overviews. L'objectif affiché, c'est de rendre les liens vers les sites beaucoup plus visibles. Concrètement, les sources sont davantage mises en avant, les liens sont mieux intégrés dans la réponse, le format cherche à encourager le clic plutôt qu'à le remplacer totalement. Et ce n'est pas anodin, ça montre que Google marche sur une ligne extrêmement fine. D'un côté, ils veulent proposer une réponse immédiate grâce à l'IA, et de l'autre, ne pas assécher l'écosystème des créateurs de contenu dont il dépend. Parce que Google ne peut pas se permettre de tuer le trafic des sites. S'il n'y a plus de créateurs de contenu, il n'y a plus de matière indexée, plus de données fraîches, plus de valeur, et donc du coup les AI Overviews sont puissantes, mais elles reposent aujourd'hui sur un écosystème de créateurs. Cet écosystème, il doit rester économiquement viable. On est donc dans une phase d'équilibrage. Google teste, mesure, ajuste, et surtout devient plus généreux avec les créateurs de contenu. Sur Digital Marketing for Pro, on parle souvent de l'IA comme un levier pour générer plus de trafic qualifié et augmenter la visibilité d'une marque. Mais l'IA, ce n'est pas seulement un outil d'acquisition, c'est surtout un formidable levier de productivité. Et cette semaine, c'est Figma qui en fait la démonstration. La plateforme a annoncé l'intégration de Cloud Code et de Codex, les outils de génération de code développés par Anthropic et OpenAI. L'objectif est clair, faciliter et accélérer les échanges entre designers et développeurs. Historiquement, designers et développeurs travaillent en séquence. Le design conçoit, le développement traduit. Et entre les deux, on va pas se mentir, il y a souvent de la friction. Ce sont des profils qui ne parlent pas toujours le même langage. Et du coup, ça fait qu'il y a des différences d'interprétation, des allers-retours, des corrections, des pertes de temps, voire même des tensions. Avec l'intégration de Cloud Code et Codex, Figma permet désormais de générer du code directement à partir des maquettes, d'optimiser et structurer des composants, de fluidifier tout simplement les échanges entre équipes produits et équipes tech. On ne parle plus simplement d'un outil de design, on parle d'un environnement de production intégré. Alors ce que ça change pour les entreprises, le premier bénéfice, c'est qu'il y a clairement une réduction du time to market avec ce genre de procédé. Moins d'aller-retour, moins d'incompréhension, plus d'alignement, c'est bénéfique pour tout le monde. Le deuxième bénéfice, les designers montent progressivement en compétences techniques, les développeurs interviennent plutôt dans la réflexion produit, les silos commencent à s'effacer grâce à l'IA. Et le troisième bénéfice, qui est peut-être le plus important, l'IA ne remplace pas les métiers, elle fluidifie les interfaces entre métiers. Et dans un environnement où la rapidité d'exécution devient un avantage concurrentiel, ce type d'intégration peut clairement faire la différence.
Allez, on termine cet épisode avec le chiffre de la semaine qui est 54. 54% des consommateurs déclarent avoir déjà réalisé un achat après une recherche effectuée via un outil d'IA générative. Plus d'un consommateur sur deux. On ne parle plus d'un usage marginal, on ne parle plus d'un test ou d'utilisateurs qui font mumuse avec l'IA. On parle d'un canal d'influence. Pendant longtemps, on a présenté les IA génératives comme des outils d'exploration, des assistants, des aides à la recherche, des moteurs de synthèse. Mais ce chiffre montre une chose beaucoup plus stratégique. L'IA s'intègre déjà dans le parcours pré-achat. Les consommateurs demandent des comparaisons produits, sollicitent des recommandations, vérifient des avis, clarifient des critères techniques et parfois prennent leurs décisions directement dans cet environnement. Même si la transaction finale ne se fait pas directement dans l'outil, l'IA a un jeu crucial. Alors ce chiffre doit vous faire réfléchir à une question simple. Est-ce que votre marque est visible dans ces environnements IA? Parce que si plus d'un consommateur sur deux s'appuie sur une IA pour affiner son choix, ne pas être cité, ne pas être mentionné, ne pas être recommandé, c'est potentiellement sortir du radar décisionnel. On revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur le GIO. La bataille ne se joue plus uniquement sur le clic, elle se joue sur la présence dans la réponse. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'analyser, un fil rouge se dessine clairement. La visibilité devient fragmentée, monétisée, intermédiée. Sur les réseaux, le reach gratuit diminue. Sur les moteurs IA, la réponse remplace parfois le clic. Dans Google, l'overview précède le site. Et pourtant, les décisions d'achat continuent d'être prises simplement, plus forcément là où vous les mesurez. C'est peut-être ça, le vrai enseignement de cet épisode. On sort d'une logique par canal, on entre dans une logique omnicanal. Si un utilisateur découvre votre marque sur Instagram, la compare via une IA générative, puis clique plus tard sur une annonce Google, à qui attribuez-vous la conversion? Et c'est exactement le sujet du prochain épisode de Focus, le format long de Digital Marketing for Pro. Dans ce 3e épisode, on débattra de la fiabilité du ROI dans un environnement où les parcours deviennent hybrides, invisibles et parfois tout simplement impossibles à tracer parfaitement. Parce que mesurer par canal devient de plus en plus insuffisant, cet épisode de Focus arrive vite, très vite, avec plein de réponses à vous apporter. Alors, si vous voulez comprendre comment adapter votre lecture de la performance à cette nouvelle réalité, pensez à vous abonner à Digital Marketing for Pro sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer cet épisode qui arrive très prochainement. Merci d'avoir suivi cet épisode numéro 20 jusqu'au bout. Si cette analyse vous a aidé à prendre du recul sur votre stratégie marketing, laissez-nous une note, un commentaire et partagez-le à quelqu'un qui pose les mêmes questions que vous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.